Cette communication aborde une question liée à la méthodologie du film d'études développé en théorie de l'action conjointe en didactique par Sansevie, Forest, Blocher, CDPE. Elle figure une tentative de théorisation après coup des enjeux du cadrage dans le film d'études. Elle est exploratoire. L'exposé est organisé en 3 parties. La première partie précise le cadre théorique et méthodologique de la recherche. La seconde présente les éléments théoriques sur l'usage de l'enregistrement vidéo en didactique. La troisième partie donne à voir un exemple concret de prise de vue intitulé « Tout à coup, la fille et le garçon se lèvent ». Elle vise à exemplifier l'idée qui suit. Le cadrage, s'il fait l'objet de stratégies préalables définies avant filmage, peut, dans le feu de l'action, figurer un acte intuitif ancré dans un objet de recherche. Cette recherche trouve son origine dans la question de l'égalité femmes-hommes. L'étude part du postulat qui suit. D'une part, l'égalité des sexes advient d'une reconnaissance mutuelle femmes-hommes de leurs égales capacités. D'autre part, cette reconnaissance femmes-hommes s'avère en partie favorisée par l'expérience, dès le plus jeune âge et en continu, d'une reconnaissance mutuelle filles-garçons de leurs égales capacités dans un savoir en jeu, autrement dit, d'une reconnaissance épistémique filles-garçons. Le savoir choisi ici est celui de l'écriture d'une histoire inventée au CP. La question de recherche est la suivante: quelles conditions didactiques favorisent l'émergence de signes de reconnaissance épistémique filles-garçons dans l'écriture d'une histoire? Le cadre théorique de ce travail est le suivant. Pour penser la question de l'égalité des sexes, la recherche s'inspire des travaux à côté du genre de la philosophe Geneviève Fraisse. De plus, l'arrière-plan épistémologique pour penser les situations d'enseignement-apprentissage de l'écriture au CP s'inscrit en théorie de l'action conjointe en didactique ainsi qu'en didactique du français. La méthodologie de recherche est celle de l'ingénierie coopérative et du film d'études développé en TACD. Une ingénierie coopérative a été mise en place par un collectif constitué de 3 professeurs de CP et d'une doctorante, moi. Sur un mode itératif, nous avons élaboré et éprouvé dans la pratique 3 dispositifs de coécriture d'une histoire inventée en binôme mixte. Ces dispositifs ont été filmés, l'analyse a été menée à partir des films d'études, des entretiens avec les professeurs, avec les élèves, des productions d'élèves. À présent, quelques éléments théoriques sur l'usage de l'enregistrement vidéo en didactique. Selon Sansevie, le film d'étude n'est pas l'action, mais un analogon de l'action. Il s'inscrit dans une dialectique analogique, digitale, voir à ce propos les travaux de Blocher sur les ch'tis. Le film d'étude a pour objectif de documenter l'action. Après coup, il permet des manipulations qui, d'une certaine manière, participent de démultiplier la vision. Sansevie, à la suite de Hacking, nomme cela paradigme du microscope. Encore faut-il savoir comment régler le microscope, ce qui appelle à la question du cadrage dans le film d'étude. Dans le cadre de réflexion menée au sein du collectif VISA, Veillard souligne la nécessité de définir des stratégies de cadrage avant filmage, mais aussi l'intérêt de rester réactif à ce qui va se passer. Pour Forest, je cite, « Le choix du cadrage et des plans dépend très étroitement des questions de recherche posées en amont de la situation. » Fin de la citation. En prolongement, je propose de tenter d'exemplifier ce qui suit à partir d'un cas concret. Le cadrage, mis en œuvre pour un film d'étude, s'il fait l'objet de stratégies avant filmage, peut aussi figurer, dans le feu de l'action, un acte intuitif ancré dans un objet de recherche. L'enjeu du film d'étude est ici de documenter ce qui se passe entre la fille et le garçon d'un binôme en coécriture, pour ensuite être en mesure d'identifier à quelles conditions didactiques des signes de reconnaissance épistémique filles-garçons peuvent émerger. Je définis des stratégies de cadrage en fonction de ce que je cherche à voir, à savoir. Je fais le choix de 2 caméras, l'une en plan large, afin de situer l'action du binôme et de la professeure dans la classe, l'autre en plan serré, filmant le binôme en plan taille. Les 2 caméras sont en plan séquence, je filme en continu, et en plan fixe, chacune d'elles est fixée sur un trépied, afin d'ancrer mon regard de manière stable au plus près de l'action de la fille et du garçon du binôme. Je ne développe pas ici les raisons du choix du binôme observé qui sont précisées dans le texte de la communication. Observons plutôt ce qui se passe dans l'épisode « Tout à coup, la fille et le garçon se lèvent ». Case 1. Les élèves du binôme relisent leur histoire commune qu'ils et elles ont écrit sur une longue bande de papier appelée bande brouillon. Case 2. À l'issue de leur relecture, tout à coup la fille et le garçon se lèvent.
Elle et il saisissent chacune d'un côté la bande brouillon. Case 3. La fille et le garçon se déplacent, laissant leur chaise vide. Ce qui se passe entre les cases 3 et 4, précisément le déplacement du binôme, n'est pas filmé. La case 4 donne à nouveau à voir la fille et le garçon, mais dans un cadrage différent. On y voit 3 élèves, dont la fille du binôme au premier plan et le garçon à sa gauche. Elle et ils sont cadrés de profil, de manière à voir un peu de leur visage et surtout leurs bras, leurs mains, le tableau, les bandes brouillon. Le plan montre la fille et le garçon en train de fixer chaque extrémité de la bande brouillon avec un aimant, lui à gauche, elle à droite. Lors de l'élaboration du dispositif de coécriture, le collectif n'avait pas envisagé les modalités d'archivage des bandes brouillons, l'endroit où les déposer jusqu'à la séance du lendemain. La décision de les afficher au tableau était prise dans le feu de l'action. Aussi, je n'avais pas anticipé ce mouvement des élèves, d'où le hors-champ de leur déplacement. À l'instant où je perçois de manière un peu diffuse le caractère potentiellement puissant de cette action du binôme, j'ai juste le temps de déplacer le trépied avec la caméra, d'en saisir le manche pour voir dans l'objectif la fille et le garçon déjà arrivés au tableau, d'inclure dans le cadre la bande brouillon tenue par LE, le tableau blanc et de régler à la hâte le zoom de la caméra pour une image nette. Après coup, que peut-on dire de cet instant? Dans l'action filmée, la fille et le garçon portent conjointement l'œuvre commune. D'une part, il et elle la portent au sens propre de saisir et déplacer d'un lieu à l'autre. D'autre part, il et elle la portent au sens figuré de soutenir, de défendre. Il et elle répondent de leur œuvre en saisissant la bande de papier, chacune d'un côté, en l'acheminant ensemble jusqu'au tableau et en l'affichant, c'est-à-dire en la portant à la connaissance des autres. Dès le départ, la question de savoir qui de la fille ou du garçon devrait porter la bande brouillon ne paraît pas se poser. Probablement parce que chacune y a fait sa part, au même titre que l'autre. Ce geste ne prête pas à querelle. Dans un sens, elle et il paraissent se reconnaître en tant qu'également responsables. De plus, au moment où la fille et le garçon saisissent la bande brouillon, chacune doit nécessairement ajuster son action à l'action de l'autre, sans quoi la bande de papier risque de se déchirer. Ce faisant, la fille porte son attention à l'attention du garçon et réciproquement, le garçon porte son attention à l'attention de la fille. D'une certaine manière, cette attention mutuelle figure aussi un signe de reconnaissance fille-garçon en tant que co-auteur, co-autrice de l'œuvre commune. Ainsi, l'analyse après coup de ce moment révèle effectivement le caractère symboliquement puissant de cette action en ce qu'elle met en œuvre et concrétise l'égalité des sexes dans et par la posture d'auteur et d'autrice, également assumée par la fille et le garçon du binôme dans ce geste conjoint et symétrique de l'affichage. La documenter permet de mieux s'en saisir et de considérer après coup l'affichage conjoint en tant qu'étape à intégrer au dispositif initial de coécriture. D'une certaine façon, le changement non anticipé de cadrage contribue ici à penser encore mieux la transformation de la pratique. Ceci probablement parce que cette intuition sur le vif de la nécessité de renoncer aux stratégies de cadrage initiales pour filmer l'action d'affichage du binôme ne vient pas de nulle part. Elle émane d'un arrière-plan épistémologique qui prend forme dans cette action. Réaliser un film qui présenterait à la fois ce moment de l'affichage et l'analyse qui en est proposée supposerait, après l'étape du cadrage, d'appréhender un deuxième acte de la chercheur-filmeur, celui du montage. Étape du montage qui amènerait à penser la question suivante: comment le ou la chercheur-filmeur peut-être, par le montage, donner à voir ce qu'il ou elle voit.